Bonjour et bienvenue dans Space. Ce mois-ci, nous parlons d'alimentation. Actuellement, quand vous êtes un astronaute et que vous partez dans l'espace, ce que vous mangez ressemble à ça. Des plats préparés à l'avance sur Terre qui sont ensuite acheminés par fusée. Ils sont très bons, mais que faire en cas de vols spatiaux de longue durée? On pourrait produire de la nourriture en orbite, mais aussi de l'air pour respirer. Est-ce réaliste? Examinons la question à Brême et à Barcelone. Faire pousser de la nourriture en orbite, c'est complexe, mais c'est possible. En 2003, des cosmonautes russes ont dégusté leur récolte expérimentale de petits pois et en août dernier, des astronautes américains ont pu goûter leur première laitue de l'espace. Mais évidemment, les équipages ont besoin de bien plus pour assurer leur survie. Les chiffres de base qui sont utilisés sont de 5 kg par jour et par astronaute de consommables métaboliques, 1 kg d'oxygène, 1 kg de nourriture déshydratée et 3 kg d'eau qui sont utilisés pour l'eau potable et pour réhydrater la nourriture. Cette expérience menée à Barcelone figure parmi les projets qui visent à couvrir ces besoins. Elle s'intègre au consortium Melissa, dont le but est de concevoir des systèmes de survie en boucle fermée pour les voyages spatiaux. Ici, les rats respirent l'oxygène produit par les algues qui, elles, absorbent le CO2 rejeté par les rats. Les rats, en respirant, produisent du CO2. Les microalgues capturent ce CO2 et grâce à la lumière dans le photobioréacteur, elles sont capables de réaliser la photosynthèse et de produire de l'oxygène. Ensuite, cet oxygène retourne dans le compartiment où se trouvent les animaux. Tout ceci se passe en circuit fermé, de manière continue. L'un des plus grands défis qu'a dû relever cette équipe a consisté à développer un système qui permet d'augmenter quasi instantanément la quantité d'oxygène produit par les microalgues. L'éclairage du photobioréacteur est plus ou moins intense, en fonction de la quantité d'oxygène dont les rats ont besoin. Autre projet dédié à la survie dans l'espace, ces ingénieurs spatiaux allemands vont mettre en place une production autonome de tomates à bord d'un satellite baptisé Oikropis qui sera lancé à l'été 2017. Il tournera autour de la Terre pendant que les graines germeront à l'intérieur. C'est une serre qui fait pousser des tomates contre les parois extérieures du satellite. Et quand on fait tourner le satellite, on atteint des niveaux de gravité différents contre les parois. C'est comme ça qu'on essaie de simuler la gravité sur la Lune et sur Mars. Dans le laboratoire d'à côté, les botanistes spatiaux se concentrent sur des variétés contenant beaucoup d'eau et de fruits par rapport à la masse de la plante. Les tomates ont été privilégiées pour la mission parce que leur couleur rouge les rend facilement repérables par caméra. Nous sommes dans le laboratoire Eden à Brême, au Centre allemand de recherche aérospatiale. On étudie les techniques de culture des plantes. Le contrôle de l'humidité, de la température, les solutions de fertilisants, etc. Bref, comment faire pousser des plantes sur différentes planètes dans le cadre de l'exploration spatiale par l'homme. Ça, c'est de la microtina, une tomate qui fait des fleurs et des fruits rapidement. Et dans ces expériences qu'on réalise ici en conditions contrôlées, on surveille comment agit la solution de fertilisation pour ces tomates microtina. Parlant de fertilisation, les tomates de l'espace seront arrosées avec une ressource naturelle générée par les astronautes eux-mêmes. On utilise de l'urine. Donc l'urine, on pourrait dire que c'est comme de l'or jaune pour les plantes quand on veut produire de la nourriture humaine au sein des systèmes fermés sur la Lune et sur Mars. Dans l'espace, les plantes ne pousseront pas au sol, ce serait trop difficile à organiser. C'est en fait la rotation du satellite qui va permettre la pousse des racines dans un sens et du plant dans l'autre. On s'est rendu compte qu'une plante n'avait besoin que de 0,1 G pour reconnaître où est le bas et pour savoir dans quelle direction pousser. Ce sera aussi suffisant sur la Lune et sur Mars.
Ici, nous avons différents espaces. Ici, il y a de la tomate microtina. Ici, on a du poivron. Et ici, ce sont des concombres. Vous ne pouvez pas manger celui-là maintenant parce qu'il a été cultivé dans un but scientifique, mais je peux vous dire qu'il a très bon goût. À Barcelone, la prochaine étape pour le consortium Melissa sera de trouver comment recycler les déchets produits par les plantes et les animaux. En attendant, ces scientifiques sont convaincus que les systèmes en boucle fermée sont essentiels pour les vols longue durée. Je pense que c'est faisable. Et je pense que c'est nécessaire. Faire pousser les plantes dans l'espace, c'est nécessaire, ça sera obligatoire, plus la mission dans l'espace sera longue. À partir du moment où on ne pourra pas emmener l'ensemble de la ration alimentaire des astronautes, il faut trouver une façon de pouvoir produire cette nourriture. Il se pourrait qu'un jour, la nourriture de l'espace représente jusqu'à la moitié de ce que mangent les astronautes et que les systèmes pour l'air et l'eau soient encore plus perfectionnés. Des dispositifs indispensables à la réussite d'un premier vol spatial de plusieurs années. Quittons les rats, les algues et les tomates pour faire notre point régulier sur la mission ExoMars que nous suivons dans Space. Nous avons demandé à l'un des plus éminents astrophysiciens d'Europe où il chercherait des traces de vie sur Mars. Bonjour, je suis Jean-Pierre Bibring et je suis responsable d'un des instruments qui analyseront les échantillons qui seront collectés par le rover de la mission ExoMars. Avec ExoMars, ce qu'on essaye de savoir, c'est si, tôt dans son histoire, il y a pu y avoir les conditions qui ont permis, sur Mars donc, comme sur Terre vraisemblablement au même moment, à la vie d'émerger à partir de molécules et d'eau qui ont été apportées par ailleurs. Sur Mars, il y a deux calottes polaires. Mars tourne dans un peu plus de 24 heures autour de cet axe-là. Il y a des grandes plaines au nord et des grands plateaux au sud qui sont des plateaux bourrés de cratères d'impact à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Et entre les deux, il y a toute une zone de transition. Et c'est dans cette zone-là que l'on a accès à des terrains qui sont encore plus vieux que ces vieux plateaux-là, qui datent de plus de 4 milliards d'années. Et on est convaincu que si la vie a démarré sur Mars, c'est là qu'il faut aller la rechercher. L'espoir, bien sûr, n'est pas de trouver directement un être vivant, mais même si l'on trouve les précurseurs de ces êtres vivants sous forme de macromolécules, ce serait déjà un pas considérable parce que ça voudrait dire que la vie est suffisamment robuste pour avoir pu s'adapter à l'environnement martien. Et ce qui est merveilleux avec Mars, c'est que Mars a gardé la mémoire des moments où éventuellement cette émergence de la vie a pu se passer et c'est ça que nous allons chercher avec ExoMars. C'est tout pour aujourd'hui, je vais goûter un peu de ce plat pour astronautes. Retrouvez nos autres épisodes de Destination Mars et d'autres infos sur notre site. À bientôt. See you next time.